Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Un iPhone qui tombe par terre sans subir le moindre dégât. C'est une vidéo qui pourrait être banale, sauf que l'appareil en question est un iPhone 18 Pro. Victime d'un piratage, un sous-traitant d'Apple a laissé s'échapper des documents confidentiels sur les futurs iPhones. Est-il trop tard pour limiter la casse ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de l'accélération des mises à jour de sécurité d'Apple, de la feuille de route inhabituelle des MacBook Pro et de Sony qui abandonne les jeux physiques sur PlayStation. Nous sommes le samedi 4 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Si vous cherchez une app pour suivre le parcours des Bleus jusqu'en finale, un petit conseil perso. L'application Apple Sport a récemment été mise à jour spécialement pour la Coupe du Monde et ma foi, elle est pas mal du tout pour suivre la compétition. Salut Christophe, ça va ? Salut Stéphane, ça va pas mal et toi ? Alors on est en finale, je savais pas, j'ai dû rater 2-3 épisodes, ça va un peu vite cette Coupe du Monde finalement. On y va, en tout cas on est bien parti pour y aller. Ah ouais, humilité, tout ça. Hein. Oui, non, il faut se lancer des fleurs. Ça se trouve, dimanche matin, ça sera la gueule de bois, on sera éliminé, mais non, je pense pas quand même. Je sais que tu as été très critique vis-à-vis d'Apple Sport, mais est-ce que tu lui as redonné sa chance à cette petite application gratuite d'Apple ? Alors je m'en sers, mais je ne l'aime pas. Donc que les choses soient claires. Non, mais elle a elle a tout un tas. Déjà, je sais pas comment elle est codée, parce que c'est tout sauf une application iOS. De temps en temps, elle a des problèmes de mise à jour quand tu la lances. Je sais pas pourquoi elle veut me parler de la Ligue des Champions alors que c'est fini depuis 2 mois. Elle m'a fait 2-3 blagues comme ceci sur tes grands prix, mais surtout ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle a pas de petite sœur sur l'Apple Watch. Ah ouais. C'est dommage. Mais non, oui, écoute. J'aime bien la vue tableau qu'ils ont ajoutée pour la Coupe du Monde. C'est vraiment c'est responsive. Tu peux voir en un coup d'œil toutes les différentes phases. De la phase de poule jusqu'à la finale, et je trouve cette vue-là en particulier est très pratique, je trouve. Mais moi, j'aimerais surtout que tu répondes tu fasses un démenti public, parce qu'il y a des rumeurs dans les couloirs de Mac Génération qui circulent. Enfin, les gens sont même un petit peu choqués pour en avoir discuté avec certains. C'est quoi ? Tu aurais commandé un iPad Air ? Mais qu'est-ce qui se passe, Stéphane ? Oui, toi qui ne jures que par l'iPad mini. Écoute, je ne jure toujours que par l'iPad mini. Je ne fais pas d'infidélité à l'iPad mini. J'utilise toujours un iPad mini 6, même si quand même de plus en plus il m'agace parce que pas beaucoup de stockage, il est assez lent, enfin bref. Mais comme tu le sais, il y a eu une hausse de prix là chez Apple assez sévère, et j'ai fini par craquer et acheter un iPad Air M3 à 500 €. J'ai loupé la super promo de Boulanger à 440 € là. Mais donc je me suis rattrapé avec un iPad Air M3 à 500 €. Et c'est pour ma fille qui utilise un vieil iPad pour étudier, et ça le fait vraiment plus. Donc voilà, je me suis dit que j'allais éviter d'acheter un iPad Air à 800 €. 500 € c'est quand même un meilleur prix. Et puis l'iPad Pro c'est trop cher, et l'iPad A16 est trop limité, il sera beaucoup moins durable. Donc voilà, je pense que l'iPad Air M3 est un bon compromis. J'ai toujours pensé qu'entre 400, 600, maximum 700 €, c'était un peu le juste prix pour un iPad. Mais d'ailleurs, tu me fais penser que dans le lycée de mon fils, ils vont distribuer des iPads l'année prochaine. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai un petit peu peur. Mais... Tu sais quel modèle c'est ? Non, justement, on a commencé à recevoir de la documentation. Des Pro 13 pouces. Ce n'est pas spécifié malheureusement, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal équipés en iPad à ce niveau-là. Et pour finir, justement, donc, si tout va bien, si les rumeurs disent vrai, on devrait avoir, parce que moi aussi je suis un fan de ce modèle-là, un tout nouvel iPad mini à la fin de l'année avec un écran OLED. Ouais. Alors, est-ce que tu as une petite idée là, parce qu'il y a petit phénomène d'inflation, de combien un tel modèle pourrait coûter? Parce que déjà OLED, tu dis ça va pas être donné. En plus, si l'iPad est revu de fond en comble. Oui, non, ça sera autour des minimum 800 € peut-être. Mais... Prix d'un iPhone. Oui, mais ça sera toujours 2 fois moins cher qu'un iPhone Fold, voire 3 fois moins cher.
Oui, tu peux t'acheter un iPhone. Voilà. Ça sera un bon plan, en fait. Mesdames, ne le dis pas trop fort, tu vas te donner de mauvaises idées à certains. 800 euros, je trouve ça pas assez Mais cher. oui, non, mais c'est le problème de l'iPad mini depuis des années maintenant, c'est que au départ, c'était un iPad qui n'était pas très cher, et c'est devenu un iPad cher et qui est vraiment à réserver pour les fans du petit format, quoi. Bon, on va passer sur le sujet principal de la semaine. C'est le piratage d'un sous-traitant d'Apple qui a débouché sur la divulgation de fichiers confidentiels. Alors, mi-juin, on apprenait que Tata Electronics avait été victime d'une cyberattaque d'envergure. Tata, c'est une entreprise indienne qui travaille pour de nombreuses marques, dont Tesla et Apple. Elle fournit notamment des composants à Apple et assemble même des iPhones en Inde. Alors, 200 000 fichiers qui représentent 630 gigas de données ont été dérobés, puis partagés dans les recoins sombres du web. Et dernièrement, on a vu émerger sur les réseaux sociaux des documents faisant partie de ce vol. Alors, l'un des plus marquants, j'en ai parlé en intro, c'est cette vidéo de test de chute d'un iPhone 18 Pro dans une usine de Tata, mais il y en a beaucoup d'autres comme des schémas techniques. Apple essaye d'effacer ces documents du web, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard, Christophe ? C'est toujours trop tard, tu penses bien. Et en fait, en entamant des actions justement pour effacer ces documents sur Internet, Apple ne fait que donner un peu plus de légitimité à ces documents. La photocopieuse sur les réseaux sociaux tourne à plein régime. Donc oui, c'est une partie un petit peu perdue d'avance. Et puis en plus, j'ai vu qu'elle s'était aussi... Apple a fait pression sur certains sites web pour retirer des articles ou des parties d'articles. Voilà, donc bon. Non, mais alors, si on veut être un petit peu optimiste pour Apple, on va dire que dans son malheur, elle s'en sort plutôt bien parce que bon, la fuite a priori concerne quasi exclusivement l'iPhone 18 Pro. T'imagines le carnage si ça avait été un iPhone Fold. Certes, ouais. Bon, c'est quand même pas rien, l'iPhone 18 Pro. Voilà, s'il n'y avait pas eu d'iPhone Fold cette année, ça aurait été l'iPhone Star encore. Bien sûr, et puis cette faille arrive malgré tout, cette fuite, pardon, on est maintenant à deux gros mois du lancement de l'iPhone 18 Pro. Finalement, ça ne fait que confirmer quasiment toutes les rumeurs à son sujet, notamment la Dynamic Island qui sera plus petite. Alors c'est vrai qu'on a appris des détails très précis sur la façon dont la puce A20 Pro va être assemblée. Il y a aussi, alors là, c'est peut-être la principale surprise, c'est a priori, il y aurait entre guillemets 2 iPhone 18 Pro qui seront malgré tout assez différents. L'un destiné au marché américain qui embarquerait une puce Qualcomm, et un autre pour le reste du monde, oui, voilà, qui intégrera une puce C2. Cette différence serait liée à la 5G millimétrique, qui est un petit peu utilisée aux États-Unis. Enfin, ça reste malgré tout assez rare, et c'est surtout Verizon qui s'en sert. Pour une fois, ce petit jeu-là, c'est les Américains qui, à mon avis, vont être perdants, parce que, quand on a pu tester la première génération de modem d'Apple, moi je trouve que c'est un vrai pas en avant. Alors je sais pas si elle sera tout à fait aussi rapide que la pub Qualcomm, mais en termes d'autonomie et d'intégration à l'OS, on est vraiment un cran au-dessus. Et puis voilà, alors il y a eu, parmi les autres informations, il y a eu aussi des petites choses par rapport à l'appareil photo. On sait qu'il devrait y avoir une ouverture variable. Bref, nous on commence, avec ça, on a quand même maintenant vraiment une idée ultra précise de ce modèle. Il reste une interrogation, évidemment, cette interrogation-là, elle n'est pas dans ce genre de document, et c'est quelque chose qui a pris encore un peu plus de relief depuis une semaine ou deux. C'est le prix que coûtera cet iPhone 18 Pro et de manière générale l'ensemble de la gamme. Alors je pense que par rapport au grand public, c'est pas une tempête dans un verre d'eau, mais voilà, c'est presque un non-événement, j'ai envie de dire. Par contre, là où c'est... Chaque année, c'est beaucoup moins médiatisé, mais il y a aussi des fuites à chaque fois. Il y a toujours des documents, des schémas techniques qui sortent des usines, et notamment qui sont utilisés par les fabricants d'accessoires, de coques, pour fabriquer leurs accessoires et lancer leur coque au moment des lancements. Donc, c'est pas la première fois non plus qu'il y a une fuite chez un sous-traitant d'Apple, même si là, c'est une fuite quand même c'est une ampleur importante.
Ouais. Mais par contre, il y a un vrai souci par rapport à ça. Donc, on a parlé entre guillemets du côté grand public, mais là où c'est entre guillemets problématique pour Apple, c'est le côté espionnage industriel. Oui. Alors là, effectivement, les concurrents d'Apple, enfin, c'est une véritable mine d'or. Ils peuvent se rendre compte de comment Apple travaille, qu'est-ce qu'elle met en place pour la batterie ou tout un tas, ou comment elle intègre des composants. Enfin là, c'est une mine à ciel ouvert. Enfin, tu regardes, et enfin, je pense qu'ils peuvent tirer énormément d'enseignements par rapport à tout ça. Donc c'est là où le bas blesse. Mais voilà, enfin, le problème, c'est que l'espionnage industriel, notamment en Chine, oui, c'est pas que c'est un sport national, mais c'est un enjeu très important pour toutes ces sociétés-là. Alors après, la dernière question par rapport à tout ça, moi je suis curieux de voir comment vont évoluer les relations entre Apple et Tata. Alors, Tata Electronics est un groupe indien, on sait que Apple est très intéressé par ce marché-là, mais là, je pense qu'il va y avoir, enfin, je ne dis pas que ces deux sociétés vont arrêter de travailler ensemble, mais je pense qu'il va y avoir une remise en cause assez importante à ce niveau-là. En parlant cybersécurité, Apple a annoncé un changement important qui est passé un peu inaperçu, j'ai l'impression. Alors, comme les IA génératives accélèrent la création d'outils malveillants et la découverte de failles, Apple a pris la décision de déployer ses correctifs de sécurité de manière plus réactive. C'est une politique qui est d'ores et déjà entrée en vigueur avec la distribution d'iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 cette semaine. En temps normal, les correctifs intégrés à cette version auraient attendu la sortie d'iOS 26.6, qui est prévue dans plusieurs semaines, mais pour s'adapter à ce nouveau paradigme, Apple a bousculé son calendrier en publiant ses mises à jour intermédiaires qui colmatent une trentaine de failles. Mais ça va pas devenir infernal s'il faut mettre à jour ses appareils tous les 4 matins. On voit déjà avec iOS 27, on avait une année Snow Leopard pour s'attaquer aux fondations. Et là, au rythme où ça va, Apple va nous dire avec iOS 28, on va travailler que sur la sécurité. Tellement les chantiers sont importants. Moi, il y a une chose que je comprends pas. Je sais pas si tu as un début d'explication par rapport à ça. Mais Apple a quand même a mis au point un dispositif pour installer des mises à jour de sécurité par rapport à certaines briques du système sans avoir à redémarrer de manière transparente. Ça existe et elle ne s'en sert jamais ou quasiment jamais. Je comprends pas. Ouais, non, c'est arrivé juste une fois ou deux de mémoire. Et faut croire que, que les failles qui sont trouvées, en fait, concernent pas les parties là du système, ou en tout cas que c'est pas possible de les boucher avec ce niveau dispositif. Ouais. C'est vrai que peut-être oui. L'histoire, c'est que dans ces mises à jour, il y en avait, il y avait un certain nombre de failles. Alors peut-être ce système peut servir pour quelques failles particulières. Mais effectivement, peut-être quand c'est au niveau du noyau, ce genre de choses. Mais là, il y a beaucoup de choses par rapport à WebKit de mémoire. Il y avait beaucoup par rapport à WebKit, ouais. Mais WebKit était intégré assez profondément dans iOS aussi. Donc, ouais, bon. En tout cas, si les seuls soucis dans les semaines et mois à venir, c'est une provision de mise à jour de sécurité, je signe tout de suite. C'est un mal pour un bien, on va dire, parce que je suis assez persuadé que l'intelligence artificielle va faire des dégâts considérables dans les semaines et dans les mois à venir. Peut-être pas chez Apple, ou on va dire chez les grosses sociétés, dans les big tech comme Alphabet ou autres, parce que ces sociétés ont un accès privilégié aux différentes technologies, notamment d'Anthropic et d'OpenAI, pour, on va dire, passer au peigne fin leur système d'exploitation, corriger les éventuelles failles de sécurité avant que ces outils se retrouvent un petit peu partout sur Internet. Mais voilà, pour d'autres acteurs, j'ai un peu peur que ce soit la catastrophe. Enfin, je lisais un papier récemment qui disait qu'il y avait plusieurs grands groupes français qui galéraient à obtenir l'autorisation pour utiliser justement les fameux modèles d'Anthropic, notamment pour tester leur infrastructure. Et ça, c'était avant, on va dire, que Donald Trump et la Maison Blanche se mêlent de cette histoire. Et puis, le souci, c'est que pour les personnes mal intentionnées, on n'est pas obligé d'utiliser des toutes dernières technologies pour chercher à débusquer des failles de sécurité.
Donc ouais, c'est un vrai souci et on n'a pas fini d'en parler. Et puis même par rapport à Apple, parce que il y a quand même une chose, identifier une faille de sécurité, c'est déjà bien. Mm. Après, il faut la corriger. Alors des fois, ça peut être relativement trivial, mais des fois, c'est des failles de sécurité qui nécessitent des patchs relativement importants et un gros temps de développement. C'est ça, oui, parce que Mozilla notamment a collaboré avec Anthropic. C'était sur une des premières versions de Mythos, si je me souviens bien. Et donc, ils avaient trouvé des centaines de failles de sécurité avec l'outil d'Anthropic. Mais par contre, ils disaient que pour ce qui concernait de boucher les failles de sécurité après, l'outil d'Anthropic pouvait aider, mais ça c'était pas non plus une solution de A à Z, quoi. Non, mais l'exemple de Mozilla, moi, je le trouve particulièrement pertinent parce que Firefox est quand même développé en open source. Il y a un contrôle par rapport au code. Enfin, c'est quelque chose qui, je pense, à ce niveau-là est très bien codé, ne serait-ce que parce que c'est un outil qui est dans la main de millions de millions de gens au quotidien. Et enfin voilà, le truc qui est particulièrement révélateur, c'est lorsque tu vois cette fameuse infographie où tu vois le nombre de failles corrigées chaque mois dans Firefox. Et là, tu as une sorte c'est une montagne tout d'un coup. On passe de quelques failles par mois tout d'un coup, ou quelques dizaines à quelques centaines. Mmh. Ça illustre parfaitement le chantier auquel de nombreux éditeurs vont devoir faire face. Et oui, et pour les utilisateurs, on est potentiellement face à de graves problèmes de sécurité. On va passer à un gros paquet de rumeurs concernant les futurs MacBook Pro. C'est Mark Gurman qui a dressé la feuille de route d'Apple et c'est un petit peu alambiqué. Alors, à la fin de l'année, on aurait un MacBook Pro d'entrée de gamme avec une puce M6 à la place de la M5. Jusque-là, c'est simple, c'est ensuite que ça se complique. Donc fin 2026 ou début 2027, Apple lancerait les MacBook Pro avec le tout nouveau design. Ce sont les MacBook Pro qu'on surnomme MacBook Ultra. Alors ils auraient un nouveau châssis plus fin et un écran bourré d'innovations. On parle d'OLED, de tactile et de Dynamic Island. Mais ces MacBook Ultra resteraient sur des puces M5 Pro et M5 Max. Ensuite, au premier semestre 2027, le MacBook Pro d'entrée de gamme passerait au nouveau design. Mais on ne sait pas s'il aura vraiment tous les avantages des MacBook Ultra. Et il aurait une puce M6 ou bien déjà une puce M7. Et pour fin 2027, Gurman parle de MacBook Ultra avec des puces M7 Pro et M7 Max. Est-ce que tu y comprends quelque chose ? Non, absolument pas. Ça me paraît pas clair du tout. Et je dois dire que quand j'ai traité le papier de Mark Gurman, je suis passé à côté d'une ou deux subtilités que tu avais bien remis, t'avais bien tout remis en ordre dans le papier lorsque tu as fait le planning des sorties pour les 12-18 prochains mois. Effectivement, il y a quelque chose de louche sur les portables. Déjà, la gamme à l'heure actuelle, elle est malgré tout assez bizarre avec ce MacBook Pro entrée de gamme qui a une puce rien que pour qui est pas une puce rien que pour lui, mais qui on a l'impression qu'il est là pour faire le nombre, et histoire de dire regardez, on a un MacBook Pro à un prix relativement raisonnable. Il est quand même placé de manière assez étonnante, et c'est vrai donc a priori que lui, il devrait bénéficier de la puce M6 dès que celle-ci est disponible. Bon, ce ne serait pas très étonnant. Mais après, c'est très très flou. En fait, j'ai déjà un véritable problème à comprendre la stratégie d'Apple. Donc, une chose est certaine, ce MacBook Pro, j'ai presque envie de l'appeler MacBook tellement qu'il est pas pro. Même si c'est une très bonne machine, je veux dire, mais c'est vrai qu'elle est là entre les vrais, mais entre guillemets, les vrais MacBook Pro qui coûtent cher et... Non, mais ça, j'en parlais justement avec un consultant qui installe des Macs dans les entreprises, et il me disait que ses clients, notamment des avocats, quand ils avaient le choix entre des MacBook Air et des MacBook Pro, ils voulaient des MacBook Pro parce que il y avait le nom Pro, alors que des MacBook Air leur iraient très bien. Et ce MacBook Pro sans puce M5 Pro ou M5 Max, en fait, il est là pour ça. Il est là pour avoir un MacBook Pro un peu plus abordable, même si le MacBook Air ferait très bien l'affaire pour plein de gens, quoi. Oui, où je le vois, on peut le voir également comme un MacBook Air avec de meilleures finitions. C'est aussi un peu. Oui, avec un meilleur écran notamment. Ouais. Voilà, exactement.
Mais voilà, la question que je me pose, et si je comprends bien Mark Gurman depuis le début, il laisse entendre dire que ce MacBook Ultra ne va pas remplacer les MacBook Pro, mais ils vont occuper le segment, on va dire, ultra haut de gamme. Et alors là, c'est là où déjà j'ai un peu de mal à comprendre, c'est-à-dire j'ai regardé un MacBook Pro 14 pouces haut de gamme. Bon, alors en plus, on n'est pas aidé avec les phénomènes liés à la hausse des composants et tout ça, mais on démarre à 3 000 €. Donc ça voudrait dire que tu aurais des MacBook Ultra, alors si on reprend du 14 et du 16 pouces, entre 3 et 4 000 €, et alors en 16 pouces, avec, on va dire, en étant richement doté, on arrive sur du 4, 5, 6 000 €. Alors moi, tout d'abord, j'ai une première question par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'il y a vraiment un véritable marché pour ces machines-là? Mais je suis pas si sûr, mais Mark Gurman, des fois, explique pas tout. Je sais pas vraiment avec certitude si, le MacBook Ultra, vient compléter la gamme ou j'avais plutôt l'impression dernièrement qu'il venait remplacer les MacBook, M5 Pro et M5 Max, quoi. Ce, ce serait plus logique en tout cas Ouais. d'avoir effectivement, parce que là on arrive. Alors est-ce qu'on aura, et c'est peut-être ce qu'il dit, une gamme provisoire le temps que Oui, il peut y avoir ça aussi, ouais. Apple fasse baisser les coûts, genre de choses. Enfin, il y a Ouais. plein d'hypothèses qui sont entre guillemets assez différentes. Ou alors, mais pour l'instant, les hypothèses ne vont pas dans ce sens-là. Si le MacBook Ultra venait entre guillemets compléter la gamme MacBook Pro, bah, il faudrait pas que cette machine-là soit entre guillemets en 14 et 16 pouces. Il faudra soit une machine unique en 15 pouces, soit du 15 et un gros Mac peut-être avec un écran encore un peu plus grand. Mais j'ai un peu de mal à croire à tout ça. Et après, il vient en plus rajouter cette idée de MacBook Pro 14 pouces qui serait revu en milieu d'année prochaine. Ouais, je pense pour l'instant, il y a des choses qui sont relativement floues et que ouais, il manque quelques pièces au puzzle pour avoir une idée vraiment claire de ce qu'Apple nous prépare. Et puis alors, il y a cette puce M6 qui va arriver, effectivement. C'est vrai que bon, a priori, Apple a envie de passer assez rapidement dessus. Alors, bah, c'est presque curieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que malgré tout, il faut quand même la produire en quantité. Le MacBook Pro, c'est une machine qui marche bien, mais qui fait pas non plus des volumes stratosphériques. On peut imaginer qu'elle l'utilise aussi également sur l'iPad Pro, parce que bon, a priori, Apple cherche à mettre à jour sa tablette l'année prochaine. Peut-être éventuellement aussi sur des machines qu'Apple ne met pas à jour fréquemment, parce que bon, un de ces quatre, si c'est pas avec la puce M5, bah, il va falloir quand même penser à mettre à jour l'iMac, hein, parce qu'il commence à avoir quelques puces de retard. Donc voilà, ça c'est une équation assez compliquée. Et puis alors, l'autre machine que j'attends de voir assez rapidement, c'est le Mac Studio. Alors, je sais pas si tu as vu, hein, donc ils ont utilisé des prototypes avec 768 Go de RAM. Oui. Je me suis amusé à faire le calcul avec le prix de la RAM à l'heure actuelle. Je pense qu'on sera pas loin des 15-20 000 € facilement. Hein, Ah oui, facile, oui, hein, bah, ça sera dans ces eaux-là, c'est sûr. Ouais. Donc ça promet. Ouais. Et on termine le tour de l'actu avec l'annonce polémique de Sony. En 2028, il n'y aura plus de jeux PlayStation sur support physique. Le fabricant va imposer les jeux dématérialisés sur ses consoles et la PS6 devrait logiquement être dépourvue de lecteur de disque. Sony justifie cette décision par le fait que les ventes numériques sont bien plus importantes que celles en physique. Et il est vrai que les téléchargements ont représenté près de 80% des ventes de jeux sur PS4 et PS5 au cours du dernier exercice fiscal. Ben, c'est une évolution que le fabricant a entretenue lui-même en proposant des consoles sans lecteur de disque. Alors ça fait enrager des joueurs, cette annonce bien sûr, mais dans l'écosystème Apple, bah, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de disque, Christophe. Ouais, c'est vrai ça. Ceci dit, c'était toujours sympa d'aller à la bibliothèque et de récupérer 2-3 vieux jeux ou de pouvoir éventuellement acheter des jeux d'occasion. Il y avait malgré tout un petit business par rapport à tout ça. Mais ça montre à quel point le marché des consoles est quelque part un petit peu dépassé, hein. C'est-à-dire que on parle à longueur de journée de cloud et de streaming, et bah, sur les consoles, on en a encore aux cartouches et aux CD, DVD, enfin Blu-ray, tout ça.
Ça montre que quelque part à quel point l'industrie du gaming quelque part est assez conservatrice. Voilà, on le disait d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, on disait que l'industrie du jeu allait devoir se renouveler avec la crise actuelle. Alors j'imagine que chez Sony, on se dit on va bientôt lancer une PlayStation 6, elle va coûter très cher, il faut changer des choses à l'équation, et donc c'était peut-être le bon moment pour se débarrasser du lecteur de disques. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que d'ailleurs macOS Golden Gate ne permettra plus de lire les DVD. C'est vraiment la fin des supports physiques. J'ai même vu qu'il y avait des hommes politiques qui commençaient à se mêler de l'histoire. Bon, mais oui, je crois que malgré tout, c'est un peu le sens de l'histoire. D'ailleurs, il y a souvent entre guillemets l'argument de l'occasion qui va revenir pour dire c'est bien. T'as raison. Moi, moi j'ai un exemple à donner qui va un peu à contresens de tout ça. Non, mais je voulais acheter. Enfin, c'est pas de l'occasion d'ailleurs, mais je voulais acheter FIFA 26 justement pour mes enfants en version physique parce qu'il était en promotion. Je sais pas, on le trouvait à 25 € ou quelque chose comme ça. Et puis, finalement, l'un de mes enfants l'a acheté en le téléchargeant. Il était en promo à 15 €. Donc, comme quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que petit à petit, c'est une page qui se tourne. Mais bon, il pourra pas prêter du coup FIFA 26 à ses copains, quoi. Non. Mais de toute façon, il y a des appareils. Je me demande si on s'approche quand même pas, enfin même si ça continue petit à petit, est-ce qu'on va pas finir par s'approcher à la fin des consoles? Est-ce que cet objet va rester longtemps? En tout cas, quand je pense aux consoles, je pense aux consoles sans écran telles que la PlayStation et la Xbox. Mais ça me fait penser aussi un petit peu au Tuner TV, j'entendais Xavier Niel qui disait à chaque fois on pensait que ce serait le dernier qu'on développerait et que ça allait s'arrêter, et puis finalement il continue toujours parce qu'il y a encore les téléviseurs n'ont pas, ou les boîtiers tels que l'Apple TV n'ont pas totalement ne l'ont pas totalement remplacé encore. Eh bien merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.